Nous sommes déjà à plus d'un quart de l'année 2025, et nous voyons toujours des articles sur des attaques de phishing nouvelles, créatives et avancées. Comment un terme, utilisé pour la première fois à la fin des années 1990 et popularisé au milieu des années 2000, fait-il encore les gros titres aujourd'hui? Jusqu'où cette technique peut-elle devenir plus sophistiquée? Comment peut-elle rester un problème? Bienvenue à Nest News Review, épisode 3. Pourquoi parlons-nous encore de phishing? Il existe une réponse courte à cette question, à savoir que vous pouvez considérer le phishing comme un type d'attaque qui exploite la psychologie pour tirer parti d'un risque persistant lié aux habitudes humaines. Un leurre de phishing peut nous inciter à cliquer, de la même manière qu'une commodité immédiate ou une urgence perçue peut nous pousser à dépasser la limite de vitesse, lorsque nous conduisons, alors même que nous sommes conscients des risques connus. C'est pourquoi nous bénéficions généralement de garde-fous, qui peuvent réduire le risque de nos actions. Par exemple, dans le cas d'un excès de vitesse, les garde-fous peuvent être une technologie limitant la vitesse ou une technologie de détection de la vigilance du conducteur ou des bandes rugueuses sur les autoroutes qui sont conçues pour nous orienter dans la bonne direction et réduire la probabilité d'un accident. Dans le cas du phishing ou d'activités ayant un impact sur la sécurité, nous pouvons considérer ces garde-fous comme des couches d'interception des risques, par exemple, une technologie de filtrage des emails qui tente de repérer les liens de phishing malveillants avant qu'ils ne soient présentés au destinataire, ou d'autres technologies comme Content Disarmament Reconstruction ou la technologie CDR, qui transforment d'éventuelles pièces jointes dangereuses en formes plus bénignes, comme la conversion de documents Microsoft Word et PDF en documents texte avant de les remettre au destinataire. Il s'agit de trouver un équilibre dans cette interaction, qui illustre le défi, d'une part, l'utilisation de garde-fous ou de couches d'interception des risques en accompagnement constant des utilisateurs et, en même temps, parallèlement à cela, l'utilisation de programmes de sensibilisation pour renforcer la capacité des utilisateurs à identifier les leurres de phishing. Un rapport de Rohin Ambiar publié au sein du Google Threat Intelligence Group, GTIG, illustre bien cela. L'article décrit une campagne de phishing à la fois nouvelle et inhabituelle, qui envoyait des fichiers de configuration Microsoft Remote Desktop Protocol, RDP, en pièces jointes. Il s'agit de fichiers texte, contenant les paramètres de session du bureau à distance. RDP est une méthode courante pour se connecter à distance à des systèmes Windows, par exemple lors de la connexion à un serveur. Dans ce cas, la campagne de phishing exploitait la capacité offerte par RDP de rendre disponibles sur l'ordinateur distant des ressources de l'ordinateur local, tels que des dossiers locaux, des dossiers réseau mappés, le presse-papier de l'ordinateur et même des clés de sécurité matérielles. Si l'on se place dans une optique de mitigation des risques, « et alors, que puis-je faire ?» Alors nous pouvons envisager plusieurs couches d'interception des risques. La couche de sécurité des emails peut être configurée pour bloquer les fichiers de session RDP, empêchant ainsi leur arrivée dans la boîte de réception d'un utilisateur non méfiant dès le départ. Cependant, comme aucun contrôle unique n'est suffisant, nous pouvons en outre envisager un contrôle au niveau du réseau, où les connexions RDP à destination d'Internet sont bloquées par défaut, sauf vers une liste prédéterminée de destinations approuvées, une sorte de liste blanche. Du point de vue des processus, les modifications de cette liste blanche devraient passer par un comité de revue des changements, composé de membres de l'équipe informatique, de l'équipe sécurité, entre autres. De cette façon, plusieurs perdus examinent la modification avant sa mise en production, et la responsabilité d'une erreur ne repose sur les épaules d'aucune personne. L'association de contrôle technologique et de contrôle au niveau des processus peut alors réduire la probabilité qu'une telle attaque de phishing sophistiquée soit couronnée de succès. Qu'en est-il d'autres exemples de risques persistants liés aux habitudes humaines? Que penser de l'utilisation d'utilitaires en ligne gratuits, qui sont faux ou piégés, à l'insu de l'utilisateur? Ou de la connexion à des réseaux Wi-Fi gratuits ou ouverts, parce qu'il n'existe pas d'alternative clairement définie? Ou bien du téléchargement de logiciels ou de films gratuits ou craqués? Ou encore de la réutilisation des mots de passe sur plusieurs comptes? Ceux-ci ne relèvent pas strictement de la définition du phishing, mais peuvent être considérés comme des problèmes connexes. Si l'on considère que l'objectif global est de réduire les risques pour vos comptes personnels ou vos données, à un niveau individuel, réduire les risques pour l'organisation, si vous êtes RSSI, ou réduire les risques pour les services publics et les infrastructures critiques. Dans une perspective de politique gouvernementale, quels sont alors les prochains pas actionnables qui peuvent aider à atteindre cet objectif? Du point de vue d'un RSSI, il peut ne pas suffire de réduire les risques, en faisant bloquer par l'équipe sécurité ces sites d'utilitaires en ligne gratuits, sans parler de la difficulté à suivre l'évolution des nombreux sites qui disparaissent et réapparaissent régulièrement sous une forme différente.
Les utilisateurs de l'organisation s'attendent à pouvoir faire leur travail et respecter leurs délais. Si certains pensent que l'utilisation d'un service en ligne pour convertir leurs fichiers leur permettra d'être plus efficaces, alors les contrôles de sécurité seuls ne les arrêteront pas. Plus important encore, la sécurité est un facilitateur. Elle doit permettre aux utilisateurs de faire ce qu'ils ont à faire, mais en toute sécurité. Cela signifie qu'en plus de bloquer ces sites malveillants, les utilisateurs ont besoin d'alternatives viables et légitimes, autres que la formation à la détection de sites frauduleux ou d'arnaques. Et proposer des alternatives viables et légitimes pour aider les utilisateurs à travailler efficacement peut signifier recourir à des services payants, ce qui implique des dépenses de sécurité plus élevées, ce qui justifie un budget plus conséquent. Qu'en est-il du conseil de ne pas se connecter au Wi-Fi ouvert ou au Wi-Fi d'aéroport? Il peut être utile d'analyser ce conseil. Si votre profil de menace est tel que vous devez craindre une partie non autorisée, cherchant activement à intercepter votre trafic web, alors se connecter à un Wi-Fi libre et ouvert, y compris au Wi-Fi d'aéroport, est probablement une mauvaise idée. Mais cela peut tout autant être le cas que de se connecter à votre Wi-Fi domestique ou d'utiliser vos données mobiles lorsque vous voyagez dans un autre pays, sans parler de la nécessité de protéger votre ordinateur portable. Si une partie non autorisée vise vos données, éviter le Wi-Fi ouvert ne la dissuadera pas. Pour ce type de profil de menace, vous pouvez envisager de faire en sorte que tout votre trafic web soit toujours acheminé via un réseau privé d'entreprise, dont une équipe de sécurité surveille les anomalies. Cela peut être un VPN toujours actif ou un VPN acheminé via un APN privé. Cela peut devenir coûteux et peut ne pas être viable lors de vos déplacements, selon que le fournisseur de télécommunications du pays de destination puisse prendre en charge votre APN privé ou que vous fassiez confiance à ce transporteur tiers. Hormis ce profil de menace, très prudent, le problème plus courant lié à l'utilisation du Wi-Fi gratuit ou ouvert concerne l'identité de la partie qui fournit le service et les garanties qu'elle offre, quant au fait que vos données, qui transiteraient par son réseau, ne soient pas détournées. Lié à cette préoccupation, il y a le risque de se connecter involontairement à des réseaux Wi-Fi ouverts malveillants, parfois appelés réseaux rogue, où un attaquant tente délibérément d'attirer des personnes naïves en quête de Wi-Fi gratuit afin de voler et d'exploiter leurs données. Que pouvez-vous donc faire? Quelle est la meilleure pratique à mettre en place? Pour commencer, il peut être utile d'analyser votre appétence au risque et d'essayer de traiter ce risque de manière holistique. Une partie de cette stratégie globale de mitigation des risques serait de trouver une alternative à la connexion à des réseaux Wi-Fi ouverts. Mais quels sont les autres éléments de cette stratégie holistique? Maintenir tous vos appareils à jour et corrigés. Veillez à ce que tous les logiciels soient régulièrement mis à jour, en particulier vos navigateurs. Utilisez un gestionnaire de mots de passe réputé. Pour disposer de mots de passe uniques pour chacun de vos comptes, évitez les extensions de navigateurs, ne pas télécharger de logiciels craqués. Et bien sûr, restez informé via nestradio.net et écoutez différentes perspectives sur la façon de traiter les menaces de sécurité. Maintenant, en supposant que tout cela soit fait et que vous ayez une posture de sécurité robuste et que le Wi-Fi ouvert soit devenu le maillon le plus faible de votre chaîne de sécurité, considérez alors vos options pour traiter ce risque. Évitez complètement le Wi-Fi ouvert. Si vous avez la possibilité d'utiliser vos données mobiles plutôt que de vous connecter au réseau Wi-Fi gratuit, alors selon l'endroit où vous vous trouvez, cela peut réduire votre risque. La logique veut que les réseaux des opérateurs télécoms soient généralement fermés et que l'on suppose qu'il est plus difficile, et souvent illégal, pour une partie non autorisée d'intercepter ce trafic. Cependant, utiliser les données mobiles peut devenir très coûteux, très rapidement. Vous devrez donc peut-être planifier ou budgéter cela. Et si vous n'avez pas de réception mobile là où vous êtes, et que vous devez vous connecter à un Wi-Fi gratuit ou ouvert par nécessité. Wi-Fi d'aéroport, Wi-Fi dans un train, Wi-Fi en attendant dans un centre commercial, Wi-Fi lorsque vous voyagez en dehors de votre pays d'origine. Dans ce cas, envisagez d'examiner ce risque à différents niveaux. Au niveau du réseau, afin de prévenir les attaques réseau, si vous êtes sur un ordinateur portable, envisagez d'activer le pare-feu de Windows ou de macOS pour limiter les connexions des parties non autorisées présentes sur le même réseau ouvert. Cela peut vous protéger d'une partie non autorisée curieuse, qui tente de scanner votre appareil à la recherche de vulnérabilités. En termes de DNS, afin d'empêcher une partie non autorisée d'observer les sites que vous essayez d'accéder, en analysant les requêtes de nom de domaine, envisagez d'utiliser DNS over HTTPS ou DNS over TLS pour que les requêtes DNS ne soient pas transmises en clair. D'un point de vue comportemental, envisagez d'éviter ou de reporter les activités à plus haut risque, comme vous connecter à votre banque ou effectuer des transactions financières, ou même vous connecter à des comptes e-mail et à des sites de shopping, jusqu'à ce que vous soyez de retour sur un réseau de confiance. Revenons à la question. Pourquoi le phishing fait-il encore la une des médias? Pourquoi est-ce qu'exposer de nouvelles attaques qui exploitent des leurs astucieux ou de nouveaux contrôles technologiques anti-phishing vendus par des fournisseurs de sécurité
reste une nouveauté. Il est probable que plus nous considérons le phishing comme un problème solvable, qui nécessite à la fois un changement organique et une conformité prescriptive et appliquée, plus vite nous réduirons le problème à un point de disparition. Le changement organique prend forme par l'éducation, et son succès dépend largement de la qualité de l'articulation du message et de son renforcement. Le changement prescriptif accompagné d'une conformité appliquée est plus rapide, mais peut perturber le fonctionnement d'une organisation. Poinçonner un employé parce qu'il a échoué à un test de phishing peut affecter le moral. Il en va de même pour caractériser le problème comme un échec humain. Au lieu de cela, si vous envisagez de résoudre ce problème, comme une combinaison de changements organiques et prescriptifs, comme une collaboration, à l'instar du purple teaming, une combinaison de red teaming et de blue teaming, où les défenseurs ont l'occasion de voir les attaquants mener des attaques et d'apprendre à se défendre contre de nouvelles techniques. De même, en accompagnant les utilisateurs en leur montrant des attaques de phishing réelles et comment elles peuvent tromper n'importe qui, même les professionnels de la sécurité les mieux préparés. Cela peut augmenter l'adhésion et réduire le temps nécessaire pour que le message prenne racine, tout en étant accompagné de contrôles technologiques pour garantir un risque durablement faible pour l'organisation. Voilà, c'était l'épisode 3. Je suis Vafa Dario Izadigna. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter cet épisode, autant que j'ai pris plaisir à le préparer. Nest Radio est une initiative qui utilise une voix générée par IA pour partager des récits et discussions sur la cybersécurité à l'oral avec des auditeurs dans différentes langues. Si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez voir traités ou des questions à approfondir, envoyez-moi un message sur nestradio.net. Si vous aimez ce contenu, parlez-en à vos amis. Et souvenez-vous, restez curieux.